Ici, je vais démontrer donc l'existence d'un couple unique en division euclidienne. Alors, je vais énoncer, ça fait office de théorème, je vous le dis tout de suite. Comme ça, vous le savez, c'est au niveau de la division euclidienne. Division euclidienne. Alors, je vais énoncer ce théorème. Il existe un couple unique, et je vais le démontrer bien sûr, hein. Je vais démontrer l'unicité, justement, de l'unicité de ce couple. Il existe un couple unique de polynômes que je vais appeler Q de x et R de x. Donc ces polynômes, c'est Q à l'indéterminé x et le reste. Q, c'est le quotient R de x. Alors quand vous avez une multiplication, on appelle ça, on a le multiplicand, le multiplicateur, et la multiplication va donner le produit. Mais ici, bon, le schéma n'est pas tout à fait le même, donc les noms ne sont pas les mêmes. Vous avez un dividende de x est égal à un diviseur voilà, à l'indéterminé x, c'est des polynômes, hein. Je traite des polynômes, fois un quotient de x, plus un reste de x. Voilà. Alors je vais mettre la suite par après, mais avant toute chose, le dividende, si vous faites la division par la potence, vous mettez la potence comme ceci. Alors vous avez d de x ici, le quotient est ici, et bien sûr, chaque fois que vous calculez, vous faites une soustraction, vous avez un nouveau dividende, hein, jusqu'au moment où vous avez un reste final, qui est r de x. Voilà, il faut traiter, c'est une procédure qui est, on va dire, itérative. Enfin, elle est, comment on appelle ça, pas itérative, mais elle se succède. C'est des successions de traitements, des successions de traitements, qui sont les mêmes, hein. Donc on calcule un dividende, voilà, on fait d fois q, on soustrait d fois q, on a un nouveau dividende. Si on sait continuer, on soustrait encore, voilà, d fois q avec une partie bien sûr de q, et ainsi de suite. Et donc le traitement se fait successivement pour avoir en finalité un reste final. Alors il y a des restes partiels, les restes partiels deviennent le nouveau dividende. Les restes partiels deviennent le nouveau dividende. C'est une procédure qui est, on va dire, répétitive, c'est ça que je veux dire. Bon, donc ici, ce que j'avais dit, j'allais voir au niveau de la division euclidienne, le fameux théorème de la division euclidienne. Il existe un couple unique, et je vais m'intéresser à cette unicité, voilà, un couple unique de polynômes, qui est le quotient et le reste, R de x, tel que on est P1, alors P1 est égal à P2 fois Q plus le reste. Alors, ce couple unique, c'est Q et R, hein. Donc, il faut que je démontre que ce couple, qui est Q et R, est unique. Donc, en d'autres termes, il existe un seul Q et un seul R. Bon, ça, c'est plutôt factoriel. Pour éviter de créer l'amalgame, je crée, il existe un seul. Un seul, c'est, voilà, un point d'exclamation, un seul Q, et il existe, toujours un point d'exclamation, un seul R. Tel que, on est P1 est égal à P2 fois Q plus R. Alors, si je fais l'analogie avec ce qui est écrit là, ben, P1 c'est le dividende, P2 c'est le diviseur, Q c'est le quotient, et R
c'est le reste. Comme ça, vous le savez. Alors, on sait bien que dans ce fameux théorème, on a degré du reste est toujours strictement plus petit que le degré du diviseur. Mais je peux dire l'inverse. Hein. Je peux dire que le degré du diviseur est toujours strictement plus grand que le degré du reste. Et ça, c'est une, on va dire, c'est une constante. C'est une constante, c'est un invariant. C'est toujours comme ça. Donc, ce que j'énonce ici, c'est un invariant. Bon, maintenant, ce qui est un invariant aussi, c'est ceci. Voilà, c'est un invariant. Donc, je vais écrire bon, la condition pour ce qui est écrit au-dessus. Donc, si je fais cette écriture-là, eh bien, je dirais que le degré du reste, R de x, bon, ici, je ne mets pas de R, hein, c'est pour aller beaucoup plus vite. Enfin, je ne mets pas de x. Je ne mets pas x. On sait bien que c'est l'indéterminé, c'est x. Voilà. Bon, doit être plus petit que le degré de P2, qui est le diviseur. Voilà. Donc, mais en langage mathématique, il faut démontrer l'unicité de ce couple. Ici, je vais démontrer l'unicité de ce couple. Démonstration. Bon, avant de voir l'unicité de ce couple, comment démontre-t-on en général l'unicité? Quand on a à démontrer l'unicité, il faut passer par des démonstrations par l'absurde. Alors pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. On démontre que bon, il y a deux valeurs. Quand il y a l'unicité, on démarre avec une hypothèse absurde qui dit que on peut en avoir plusieurs. Généralement, deux suffisent. Hein. Alors, on dit que bon, il y en a deux. Alors que c'est pas vrai. Voilà, ça marche toujours pour un, mais on démontre que, enfin, on prend par hypothèse qu'il y en a un deuxième qui existe. Supposons qu'il existe eh bien, si on suppose qu'il existe, on finira par faire une démonstration qui va démontrer une absurdité quelque part. Et cette absurdité provient du fait, elle a été, cette absurdité est apparue parce que justement, on a mis en hypothèse une absurdité. Donc, une absurdité d'entrée de jeu va amener une absurdité. Alors, si on enlève l'hypothèse absurde, eh bien, on ne peut dire que ce qui était absurde quand on avait une hypothèse absurde, mais est vrai quand on met une hypothèse qui n'est plus absurde. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple d'unicité. Supposons, si on est dans un demi-groupe, je prends un demi-groupe. Voilà. Bon, il y a des définitions de ce que c'est qu'un demi-groupe. Hein, voilà. Je peux démontrer aussi l'unicité du neutre, si vous voulez. L'unicité du neutre ou l'unicité du symétrique. Les deux, bon, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, je rappelle que un groupe, qui est un ensemble E muni d'une loi T, par définition, si on a une loi de composition interne, bien sûr de E, si on a la loi T qui est associative dans E, s'il existe un élément neutre, pour la loi T bien sûr, dans l'ensemble E, alors si tout élément de E est symétrisable, pour la loi T, dans l'ensemble E, voilà. Et alors on aura un demi-groupe si on a tout simplement une autre composition interne et l'associativité. Voilà. Donc comme ça, je vous dis, là je vous ai mis qu'un demi-groupe. Alors le demi-groupe, bien sûr,
Donc on a une autre composition interne et l'associativité. Et donc là, le demi-groupe, c'est ET. E, c'est l'ensemble, et T, c'est la loi. Bon, avec l'élément neutre qui est E, voilà. Alors, si, bien sûr, dans un demi-groupe, si s'il y a un élément, voilà, si X appartient à ET, si X appartient à ET, enfin à l'ensemble E, muni de la loi T, bien sûr, il y a là le neutre, E c'est le neutre, voilà, le neutre. Si il possède un symétrique, si X possède un symétrique, eh bien, ce symétrique est unique. Généralement, le symétrique pour la loi plus, si je prends la loi plus, c'est l'opposé. Hein. Si je prends E plus, c'est l'opposé. Vous aurez compris que c'est l'opposé. Et si je prends la loi E fois, le symétrique, c'est l'inverse. Ça dépend de la loi qu'on a. ET ou enfin fois ou plus, ou une autre loi. Hein, bon, là. Alors donc, qu'est-ce que c'est que le symétrique? Mais c'est quand vous faites agir un élément de E et un autre élément de E, eh bien, ça donne le neutre. Et bien sûr, c'est valable dans les deux sens. Si vous prenez un élément x de E, que vous faites agir la loi plus sur x, ça va donner aussi le neutre. Bon, ça doit être valable dans les deux sens. Généralement, on démontre dans un sens, on sait bien que c'est valable dans les deux sens. Alors, pour démontrer que l'unicité, là, on va dire, on va le faire la démonstration par l'absurde. On va se dire qu'il existe, par hypothèse, deux neutres. On va se dire qu'il existe deux neutres. Alors, si je pars du symétrique, x' est égal à x' TE, puisque E est neutre, donc il n'agit pas ici, il ne va pas agir. Hein. Donc je peux écrire que le neutre, c'est, puisqu'il existe d'autres neutres, enfin d'autres symétriques, ça c'est le symétrique, hein. X' c'est le symétrique de X. Bon, maintenant, ici, j'écris x' TE. Bon, c'est toujours égal à x', hein, je peux écrire, hein, parce que bon, le neutre n'agit pas dans la loi taux. C'est comme si vous écrivez x' ou x' TE, c'est la même chose. J'aurais pu écrire ETX'. Bon, ici, je vais le faire avec x' TE. La démonstration doit se faire dans les deux sens, mais je le fais que dans un seul sens, je vous l'ai dit. Donc, alors maintenant, le E, je peux incorporer x taux x seconde, et x seconde est un second, comment on appelle ça, symétrique. Voilà, x seconde est un second symétrique. Parce que, par hypothèse, je dis qu'il y a deux symétriques. C'est une absurdité, je vous le dis tout de suite, parce que, normalement, on a l'unicité du symétrique. Voilà, le neutre est unique. Le neutre est unique. Donc, si un élément possède un symétrique, il est unique. Bon, maintenant, ici, j'ai incorporé un second par absurdité, voilà, par hypothèse, je mets un deuxième symétrique. En voilà un, et par le truchement de développement que j'ai ici, je remets un second ici. Bon, comme on a là x' t taux, entre parenthèses x, taux x seconde, je fais l'associativité de x' tx. x' t x. Alors, taux x seconde. Bon, sachant que là, on a le neutre, hein, parce que x' tx, c'est deux symétriques, hein, donc ça donne le neutre, et que E taux x seconde, ça fait x seconde, parce que c'est le neutre,
ben, on voit bien que on a x égale x secondes. Bon, ici, c'est... Bon, j'ai incorporé une absurdité, mais on est revenu à quelque chose de, on va dire, tout à fait normal. Voilà. Bon, c'est pas encore le bon exemple. J'ai pris un mauvais exemple. J'ai pris un mauvais exemple. C'est vrai qu'ici, j'ai pris deux symétriques. Ça m'a pas donné une absurdité, mais ça m'a montré que, que ces deux symétriques étaient égaux. Donc c'est pas encore tout à fait bon ce que je voulais montrer. Maintenant, si je prends notre règle, l'unicité du neutre. Le neutre est unique. Dans un groupe, le neutre est unique. Donc, si un ensemble E est muni d'une loi de composition interne, admettons un élément neutre qui est E ici, cet élément neutre est unique. Donc, on a ce qu'on appelle l'unicité du neutre. Alors, je vais aller par l'absurde. Je vais supposer qu'il y ait deux neutres, E1 et E2, bien sûr appartenant à l'ensemble E, parce que je suis, voilà, je prends l'ensemble E et sa loi de composition interne, qui est la loi tau, T ou tau, enfin peu importe, hein, vous l'appelez comme vous voulez, T, la loi T, bon, qui pourrait être l'addition ici, ou la multiplication, peu importe. Alors, ET, alors, si j'écris E1, T, E2, alors ça fera E1. C'est 1 parce que E2 est neutre. Mais maintenant, ça fera aussi E2 parce que E1 est neutre. Donc, ce qui donne la propriété E1 égale E2. Donc ici, encore une fois, en incluant des absurdités, ben, je retombe sur quelque chose où on a l'égalité. Donc, c'est pas encore une absurdité. Enfin bref, c'est pas ce que je voulais prendre comme exemple. Mais bon, les unicités, normalement, quand vous prenez les unicités, on ramène sur une égalité. Bon. Mais ici, ça va être difficile de retomber sur une égalité parce que j'ai une inégalité ici. Vous voyez qu'il y a une inégalité. Mais pas grave, c'est pas grave. Bon, on va traiter ça. Qu'est-ce qui va venir m'aider? Ben, c'est le neutre. Le neutre qui est le polynôme nul. Alors il faut absolument que je fasse intervenir un polynôme nul. Alors comment? Ben, c'est assez aisé de le faire intervenir, d'autant plus que je vais passer par une absurdité. Et cette absurdité, c'est de dire mais qu'il y a un autre, puisque je considère que Q et R n'est pas unique, je considère qu'il y a un autre Q1 et R1. Ça, c'est par l'absurde. J'émets une hypothèse absurde. Alors que le vrai c'est Q et R. Ben, j'émets qu'il y en a un autre qui est Q1 et R1. Il n'y a pas de problème. Et donc, ça veut dire que si j'émets cette hypothèse-là, je peux écrire que je vais remplacer par Q, Q1. Parce que, bon, il y en a un autre, pourquoi pas? Alors je peux le mettre. Et il y a un autre reste, R1, donc je peux le mettre. Et maintenant, je vais faire appel au polynôme nul. Comment? En soustrayant les deux. Voilà, je vais soustraire ces deux-ci. Alors, le polynôme nul n'a pas de degré. Hein. On lui attribue moins l'infini. Moins l'infini. Alors, si je fais P1 moins P1, ben, vous allez avoir le polynôme nul qu'on appelle P0. Qui est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Alors, vous allez faire P2 Q plus R moins P2 Q1 plus R1. Donc, on a le polynôme nul ici, je vous l'ai dit. C'est P0, il est là. Bon, je remets à gauche. Hein.
je remets à gauche. Bon, je vais le retirer ici parce que je vais le mettre à gauche. P1 moins P1, ça fait le polynôme nul. Maintenant, si je fais la différence, j'aurai P2Q moins P2Q1 plus R moins R1 égale P0. Bon, en d'autres termes, je peux aussi écrire, si je mets P2 en évidence, on aura Q moins Q1 plus R moins R1 égale polynôme nul. Et là, bon, on n'aura pas d'égalité parce que j'ai une inégalité à traiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Si on discute sur ça, on peut discuter, on peut dire que bon, on va considérer ici que si on a celui-là, qui est Q moins Q1, Q moins Q1 différent du polynôme nul, on n'a pas 0, 0, 0, parce que là c'est facile, hein, si c'est le polynôme nul, c'est facile, si Q1 égale, Q moins Q1 égale le polynôme nul, on aura P2 fois P0, donc P2 fois P0, ben, P0 est le polynôme nul, donc il est absorbant pour la multiplication, on a P0 plus R moins R1 égale P0. Et là, à ce moment-là, ce P0 là, ben, je le fais passer de l'autre côté, P moins P0, ça fait toujours P0. Voilà. Voilà, ce qui veut dire que R moins R1 égale polynôme nul. Et là, c'est facile. Ça veut dire que R égale R1. Voilà. Bon, si c'est le polynôme nul, c'est facile à démontrer. Maintenant, si c'est pas le polynôme nul, bon là, il faut justement discuter. On peut discuter. Alors, si Q moins Q moins 1 est différent du polynôme nul, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on va discuter sur les degrés. Le degré de celui-là, P2 moins Q1, est plus grand ou égal au degré de P2. Donc lui, il est plus grand. Degré de P2 fois Q moins Q1 doit être plus grand ou égal au degré de P2. C'est normal parce que là, le degré, si vous mettez, par exemple, si lui fait 4 et que lui fait 3, parce que le polynôme est différent du polynôme nul, hein, donc là, voilà, 4 plus 3, ça fait 7. Donc le produit, c'est tout à fait normal que vous aurez degré 4 fois un degré 3, c'est degré 7, c'est beaucoup plus grand que le degré de P2. C'est normal parce que vous additionnez un degré, au niveau des degrés, vous multipliez par Q fois moins Q1, fois Q moins Q1. Donc ce Q moins Q1 est différent du polynôme nul, vous avez un certain degré, et donc ce certain degré additionné au degré du polynôme P2, ben, ça fait, on est au-dessus de 4. Hein. Voilà, on est au-dessus de 4. Voilà, ça c'est la première chose qu'on peut dire, si Q moins Q1 est différent de 0. Or,
on voit bien qu'ici, on a le polynôme nul. On doit avoir la somme qui doit donner le polynôme nul. Donc, la somme, si elle doit donner le polynôme nul, ça veut dire que le degré de P2 fois Q moins Q1 est égal au degré de R moins R1. Parce que on doit avoir le polynôme nul. Si vous avez ici un degré 7 pour la multiplication de ces deux-ci, pour avoir le polynôme nul, mais voilà, je dois avoir un degré 7. Je dois avoir un degré 7. Ça, c'est pour obtenir, bien sûr, le polynôme nul. D'où, qu'est-ce qu'on peut dire? Le degré de R moins R1, là, celui-ci, d'après ce que je viens de voir ici, le degré de P2 moins P1 est supérieur ou égal au degré de P2, mais comme celui-là, qui est celui-là, est égal à celui-ci, je peux dire que le degré, par transitivité, je peux dire que le degré de R moins R1, hein, puisque celui-là, là, c'est celui-ci, mais celui-là, il est égal à celui-ci. Donc, je vais remplacer celui-ci par degré de R moins R1. Voilà. Il doit être supérieur ou égal au degré de P2. Et là, le degré de R moins R1 ne peut pas être égal au degré de P2. Voilà, le degré du reste est toujours plus petit que le degré du reste est toujours plus petit que le degré de P2. Donc faire la différence entre les deux restes, on ne peut pas avoir un degré supérieur à P2. Ce qui est impossible. Ici c'est impossible, c'est pourquoi? Parce qu'en fait justement on a pris, c'est l'hypothèse qui est absurde. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Que la dernière écriture est impossible. Ça c'est impossible. En vertu de ce que je viens de vous montrer maintenant, le degré du reste est toujours strictement plus petit que le degré du diviseur, donc c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que Q égale Q1. Je peux dire ici que je peux en conclure que Q égale Q1. Et donc, ça fera 0. 0 fois P2, ça fera 0. Il restera R moins R1 égale P0, donc ce qui veut dire que R égale R1. Donc on a bien que on a un seul quotient et un seul reste, donc un seul quotient et un seul reste signifie qu'il existe un seul Q et un seul R, que j'ai oublié d'ailleurs d'écrire. Un seul Q et un seul R. Donc il existe, si vous voulez, un couple unique de polynômes Q de x et R de x, tel que P1 égale P2 fois Q plus R, tel que le degré du reste soit plus petit que le degré du diviseur. Voilà, et ça c'est la démonstration, si vous voulez, de l'unicité de ce couple. Bon, la seule difficulté ici, c'est que ça induit des inégalités. Bon, c'est bon. Quand on a des inégalités, il faut faire très attention. C'est pas aussi
aussi évident que quand il y a des égalités. Bon, bah ici, ça a été simple, parce qu'en fait, on a pu jouer par une manipulation de, voilà, de liens entre une inégalité et une égalité. On a fait un lien entre une égalité, entre une inégalité, bon, il faut que je le mette comme ceci, entre une inégalité et une égalité. Là, on a une égalité. Ici, c'est une inégalité. C'est inégal. Là, c'est égal. Donc, on a fait la relation entre une inégalité et une égalité. Et grâce à cette égalité, bon, ça permet de simplifier voilà, les choses. Et bien sûr, cette inégalité, on la retrouve en tant que voilà, théorème. Donc, bon, là, on peut vite voir que c'est impossible. On retombe sur une inégalité, mais qui contredit un théorème, un principe voilà, de la division euclidienne. Donc, une inégalité avec une égalité, on retombe sur une inégalité, mais cette inégalité est reprise dans un principe. Donc ici, c'est pas trop, on va dire, c'est pas trop compliqué, parce que quand il y a des inégalités, je pourrais me croire que bon, on peut avoir des difficultés de s'y retrouver dans les inégalités, dans les démonstrations. Hein. Quand il y en a un qui est plus grand, l'autre est plus petit, l'autre il est encore plus grand. Voilà, puis on a un maximum, et puis voilà, après on a encore il y en a un qui est dans une zone, ça c'est beaucoup plus complexe, mais ici, bon, on a une inégalité, suivi d'une inégalité, on retombe sur une inégalité, mais le principe de la division euclidienne est basé sur une inégalité, donc on peut tout simplement dire sa véracité ou pas grâce à une inégalité, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous remercie.